Je suis le docteur Cazorla, je travaille en médecine interne au CHT. Je ne suis pas rhumatologue, je ne suis pas libérale, donc je vois qu'une petite proportion des gouttes. Néanmoins, nous sommes surpris d'avoir à peu près une fois par semaine hospitalisé une goutte polyarticulaire sévère, qui est quand même le témoin d'une goutte qui évolue depuis plusieurs années, qui a été méconnue ou négligée. D'où ma motivation pour présenter ce topo aujourd'hui. Une de nos internes, il y a 5 ans, avait fait son travail de thèse de médecine générale sur les raisons pour lesquelles les patients étaient admis au service d'accueil des urgences du CHT pour une arthralgie aiguë, c'est-à-dire une arthralgie évoluant depuis moins de 6 semaines sur 2 ans. C'était des sujets âgés entre 18 et 65 ans. Elle avait inclus 184 patients, qui étaient des patients plutôt jeunes, plutôt océaniens, et en surpoids, avec un IMC moyen à 27. Finalement, la répartition n'est pas du tout celle qu'on peut apprendre quand on est formé en Europe, puisque la majeure partie des patients qui venaient aux urgences de l'hôpital pour une arthralgie aiguë venaient pour une crise de goutte, 30%. Ce qui est aussi surprenant qu'on peut remarquer, c'est que 11% venaient pour du rhumatisme articulaire aigu. Il y avait pas mal d'IST qui peuvent parfois se manifester par des arthrites réactionnelles. On voit pas très bien, mais c'est juste pour vous dire que... Ah, ça fonctionne pas. Les goutteux, c'est la ligne d'en haut, c'est très clinique, monoarticulaire dans 70% des cas, et océanien pour 94% des cas, et un sexe ratio à 5, c'était une présentation essentiellement masculine. On remarque qu'il y a très peu d'arthrose, avec un critère un peu qui nous... un gros biais, c'est qu'on s'est arrêté à 65 ans pour l'hospitalisation, mais c'est peut-être pas le seul biais. La goutte à proprement parler, j'ai emprunté des diapos au professeur Thomas Bardin, qui est rhumatologue à la Riboisière, qui est vraiment fasciné par la goutte. Il travaille beaucoup en Asie. Il était venu ici il y a quelques années et avait fait un travail d'éducation et d'information sur la goutte. Donc certains de des diapos sont à lui. En haut, c'est une radio de gouttes du poulet. Alors voilà, je me suis dit que ça allait vous réveiller, et moi aussi. Donc c'est surtout, on voit les déformations articulaires sur les pattes de poulet, qui sont pas comme ça d'habitude. On a quand même l'équivalent aussi chez des articulations d'êtres humains, ce qui nous intéresse. Je n'ai pas la prévalence de la goutte en Nouvelle-Calédonie, je ne la connais pas. Hier, notre collègue de l'IFU nous a parlé d'une prévalence très probable de 10 à 15% de gouttes sur la population de l'IFU. Alors, la goutte en France, c'est 0,9%. En Nouvelle-Zélande, ce n'est pas la même population, mais on a probablement des liens. Du moins, la population a des liens. Il y a 3,75% de prévalence de gouttes. Et alors, l'hyperuricémie, ce n'est pas la goutte. Mais néanmoins, un tiers des hommes maoris de plus de 65 ans, donc en Nouvelle-Zélande, ont une hyperuricémie. La goutte, cliniquement, c'est la manifestation de dépôt d'urate de sodium dans les articulations. L'image, c'est une image arthroscopique. L'uricémie, donc l'acide urique dans le sang, est supérieure au point de saturation et n'est donc plus éliminé comme il l'est physiologiquement. Il faut bien savoir, je vais le répéter, que les dépôts d'acide urique sont réversibles et que la goutte est une maladie curable. Par contre, la goutte négligée devient sévère et difficile à traiter. En bas, vous avez une photo clinique, puisque traditionnellement, l'articulation la plus touchée, la première touchée, c'est l'articulation métatarso-phalangienne. Et en bas, c'est une goutte qui a mal tourné, probablement, avec une coupe d'une métatarso-phalangienne.
Donc voilà, nous on voit les gouttes réfractaires, mais ça commence par une hyperuricémie asymptomatique qui ne nécessite pas de traitement. Ensuite, il y a des dépôts d'urate symptomatiques, puis des accès aigus. À mon avis, c'est là qu'il faudrait qu'on soit tous sensibilisés pour intervenir. Puis une goutte chronique, avec une répétition des accès de gouttes qui sont de plus en plus polyarticulaires, de plus en plus sévères, avec un espace-temps qui peut être très long. Et ensuite, on peut tomber sur des gouttes réfractaires. Donc l'accès goutteux nécessite qu'il y ait une uricémie supérieure au seuil de dissolution, c'est 60 mg par litre ou 360 micromoles, qui sont les nouvelles unités. La goutte est curable, autrement dit, les dépôts sont réversibles si on diminue durablement l'uricémie en dessous de son point de saturation. En pratique, le diagnostic est assez facile, puisqu'on fait une ponction articulaire. Alors c'est assez facile quand c'est une grosse articulation facile à ponctionner comme le genou. Il y a des articulations qui sont un peu plus difficiles à ponctionner, soit il faut en avoir l'habitude comme les rhumatologues, ou on peut les faire aussi sous échographie. Ainsi, on a un liquide articulaire qui est inflammatoire. La bactériologie est en général négative, bien qu'il puisse y avoir une association d'arthrite septique et de crise de goutte, mais la plupart du temps, c'est stérile. Et on a des cristaux d'urate qui sont avec un aspect au microscopique effilé. Il y a une photo d'un cristaux d'urate qui traverse une cellule. Alors lui, c'est sûr qu'il était responsable de la crise de goutte. Ils sont différents au microscope des cristaux des fois, on les voit même quand on aspire le liquide articulaire par jour, mais il faut les conserver à 4 degrés. Sinon, ils sont phagocytés par les cellules du liquide articulaire et on peut se retrouver au microscope avec l'absence de cristaux alors que c'était effectivement une crise de goutte. Il y a des critères de la Société européenne de rhumatologie de diagnostic de goutte quand on ne peut pas faire de ponction articulaire. Je vais volontairement passer parce que il ne faut pas s'en priver. Il y a de la ponction articulaire. Il y a quelques diagnostics différentiels. Je passe. Ah, j'ai fait une petite faute de manip. Pour ce qui est de la biologie, donc il n'y a aucun intérêt à doser l'uricémie quand le patient se présente avec sa crise de goutte. Alors nous, c'est fait systématiquement, je pense, parce que quand on prescrit, il y a tout qui sort, hein. Iono, urécréate, uricémie, mais ça ne doit pas servir d'intérêt à J15 après l'épisode. C'est notre glycémie à nous, hein, on va dire. Le seuil, c'est 60 mg par litre, qui deviendront goutteux. C'est ce que je viens de dire, hein, l'uricémie ne permet pas de faire le diagnostic de goutte. Donc la crise de goutte, c'est vraiment ce qui conduit les gens à consulter. Nous, il faut qu'on voit tout ce qui se cache derrière, qui est quand même un monde. Voilà, donc la crise de goutte qui est négligée. Les deux photos à votre droite, c'est des dépôts d'urate sur l'oreille, donc c'était une goutte déjà avec un seuil d'uricémie qui était bien probablement pas le guérir. Hein. Et en bas également des radios qui montrent les destructions articulaires qui sont possibles quand on laisse traîner la maladie. Il y a l'impact articulaire, mais il y a aussi un impact rénal avec des lithiases, tout un pan de pathologie cardiovasculaire qu'il ne faut pas méconnaître. La goutte, même sévère, c'est-à-dire même quand les gens ont des tophies, peut être guérie. Il faut se donner la peine, il faut se donner du temps, des mois, pour atteindre le seuil de solubilité de l'uricémie. Vous allez voir sur les dernières diapos que la thérapeutique, elle nécessite de bien accompagner son patient pour pas qu'il décroche. Il a de multiples raisons de décrocher pendant la prise en charge chronique de la goutte. L'échographie est un bon moyen aussi de surveiller la diminution des dépôts. On la pratique pas au CHT en ce moment. Il n'y a pas de radiologues qui font beaucoup d'échographie articulaire. Ça, c'est ce qu'il y a derrière l'arbre, hein. Derrière la crise de goutte. Il y a quand même la première cause de mortalité chez les goutteux, c'est la pathologie cardiovasculaire, infarctus AVC.
Dans les autres complications, ça c'est très local, nous avons une grosse série de complications inflammatoires de la goutte, qui sont des amyloses inflammatoires, qu'on appelle des amyloses AA, qui se révèlent par des insuffisances rénales chroniques le plus souvent. Et quand on fait une sous-analyse de ces cas d'amylose AA, 22% des patients étaient des gouttes chroniques négligées. C'est une étiologie d'amylose AA qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Je passe au traitement. Le traitement, il est en 2 phases. Technique. Il y a une technique où on diminue progressivement l'uricémie sanguine en augmentant très lentement les hypouricémiants. Et il y a une autre technique où on augmente, on met des hypouricémiants, comme par exemple l'allopurinol, à dose plus rapidement croissante, sous couvert d'un traitement anti-inflammatoire au long cours. Je vais vous le réexpliquer après. Les traitements de la goutte sont des traitements efficaces, qui ont donc des effets adverses. Il faut se méfier de la colchicine et du rein, on le sait déjà. Il faut se méfier de la colchicine et du foie. Les patients cirrhotiques vont très mal éliminer leur colchicine. Il y a des associations contre-indiquées. Par exemple, alors c'est une situation qui peut arriver en pratique. Il y a un patient qui vient avec un gros pied rouge fébrile. C'est une goutte, on est loin, l'hôpital est loin, on ne peut pas faire de ponction. Donc on est tenté de mettre du Colchimax et de couvrir aussi la dermohypodermite. Colchimax, pristinamycine, association contre-indiquée. Il faut l'avoir en tête. C'est celle qu'il faut avoir en tête le plus. Il y a d'autres contre-indications, en particulier certains inhibiteurs calciques. Et les statines, c'est plus une précaution d'utilisation qu'une contre-indication. Le principal effet adverse que cette association peut donner sont des rhabdomyolyses. La dose, il y a des multiples schémas. Le schéma recommandé, c'est un comprimé de Colchimax, de colchicine, 1 mg, puis un demi-milligramme dans l'heure qui suit. Et il est recommandé de faire une prescription anticipée aux patients de manière à ce qu'ils aient leur Colchimax à portée de main dans la poche sur la table de nuit. J'espère que ça sera lisible. C'est un tableau où j'ai essayé de synthétiser les traitements possibles de la crise et les traitements possibles du fond. Donc les traitements possibles de la crise, donc la reco, c'est Colchimax 1 mg, puis un demi-milligramme 1 heure après, et ensuite 1 ou un demi-milligramme jusqu'à ce que la crise soit contrôlée. Une autre option thérapeutique qui peut être associée, c'est l'infiltration articulaire de corticoïdes. Ça marche très bien et sur une goutte polyarticulaire, parfois infiltrer le genou permet aussi d'avoir un impact sur les autres articulations. Un autre moyen thérapeutique, ce sont les AINS. Nous, on n'est pas fan parce qu'à l'hôpital, on a souvent des patients polypathologiques, mais ça fonctionne très très bien. D'ailleurs, c'est le traitement préféré des patients, hein. Eux, souvent, ils veulent une intramusculaire d'anti-inflammatoire, ça règle la crise directe, sauf que ça ne règle pas tout ce qu'il y a derrière la crise de goutte. Ensuite, un bon traitement qu'on utilise assez souvent, puisqu'il est utilisable chez les insuffisants rénaux, c'est la prednisone. Alors la dose de la publication est chelou, hein, c'est 35 mg jour. Bon, après, voilà. Pendant 5 jours. Après, il y a d'autres thérapeutiques qui ont plus ou moins l'AMM. Ce sont les anti-interleukine 1. L'interleukine 1 est une protéine de l'inflammation qui est particulièrement présente dans les crises de goutte. Ce sont des traitements qu'on utilise habituellement dans des pathologies assez rares, comme les pathologies auto-inflammatoires ou la maladie de Steele. Donc il y a l'anakinra qui se fait sous forme de 1 à 3 injections, un jour ou un jour sur 2. C'est admis par les sociétés savantes, mais ça n'a pas l'AMM. Celui qui a l'AMM, alors, il s'appelle canakinumab. Son nom commercial, c'est Lilaris. Il est 11 000 € l'injection. C'est une injection toutes les 12 semaines. Il n'est quasiment pas utilisé dans la goutte parce que l'anakinra fait aussi bien. Et le canakinumab, c'est vraiment une molécule qui a été développée en très petite quantité pour des pathologies très ciblées de pathologies auto-inflammatoires. Le glaçage fonctionne.
Pour le traitement de fond, donc on donne des hypouricémiants. Le plus connu, c'est l'allopurinol zylorique, qu'il faut savoir donner par palier, jamais full dose d'emblée. Ça donne des effets adverses, en particulier cutanés, qui peuvent être graves. Il y a un autre hypouricémiant qui s'appelle le Febuxostat. J'ai oublié la DCI, tant mieux. Et qu'il faut commencer aussi à petite dose, 80 mg un jour sur 2, puis on augmente progressivement. L'objectif de l'uricémie, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'atteindre le seuil où l'acide urique va être soluble dans le sang, de manière à ce que l'acide urique soit éliminé et ne vienne plus se précipiter dans les articulations. C'est 60 mg quand on n'a pas de tophus, et on est un peu plus sévère sur l'objectif quand la goutte est plus grave. Le Colchimax peut être associé au traitement de fond. Donc soit vous choisissez la stratégie 1. La crise est passée, le patient est éduqué et vous commencez l'hypouricémiant à petite dose, parce que le problème de l'hypouricémiant, c'est qu'il mobilise les cristaux d'acide urique et les gens refont une crise de goutte. Et c'est là où on les perd. Parce qu'ils refont une crise de goutte sous allopurinol, donc non seulement ils ne viennent plus voir ce docteur-là, mais en plus ils ne veulent plus jamais entendre parler de l'allopurinol, parce que la crise de goutte, c'est quand même un événement très douloureux. Donc il faut leur expliquer qu'il y a un risque de refaire une crise de goutte, mais que c'est un chemin à passer pour arriver à un équilibre définitif de la goutte. Donc la stratégie 1, c'est de mettre les hypouricémiants à petite dose et les augmenter petit à petit jusqu'à obtenir l'objectif. La stratégie 2, moi j'ai plutôt tendance à faire ça, c'est que je couvre avec un traitement anti-inflammatoire au sens large pendant plusieurs semaines jusqu'à ce que j'ai atteint mon seuil d'uricémie. Ça peut être le Colchimax à demi-dose. Naproxène, je l'utilise pas trop, mais c'est un très bon anti-inflammatoire, ou de la prednisone à petite dose. Voilà. Bon, alors, on verra. Après, je fais un gros travail aussi sur les facteurs déclenchants. C'est toujours l'objet de question. Qu'est-ce qui déclenche la goutte? C'est vraiment un sujet très vaste. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les boissons, les alcools forts, les alcools pas forts, mais avec des bulles, et les boissons sucrées avec des bulles sont des causes de crise de goutte. Certains préfèrent le Colchimax et le sujet âgé parce qu'on détecte plus vite le surdosage vu que le Colchimax c'est de la colchicine plus un opioïde. Donc comme la colchicine donne de la diarrhée, l'opioïde permet de ne pas avoir cet effet adverse. C'est le sujet jeune, c'est bien. Certains chez le sujet âgé ne veulent pas passer à côté du surdosage en colchicine et donc préfèrent donner de la colchicine seule pour avoir vite l'événement clinique diarrhée qui est un signe de surdosage. J'ai plus beaucoup de diapos. Hypouricémie et insuffisance rénale, hypouricémie et Vidal. Alors là, on est quand même assez souvent, alors à l'hôpital c'est plus facile, hors AMM. En tout cas, en dessous de 30 ml minutes de clairance de la créate, il faut favoriser le Febuxostat en commençant progressivement. Il y a des rhumatologues qui utilisent sans crainte, parce qu'ils sont expérimentés, parce qu'ils le font depuis longtemps, de l'allopurinol à dose largement hors Vidal. Il y a des néphros qui font ça aussi, sans conséquence. L'allopurinol a un effet indésirable grave qui est l'allergie cutanée, qui peut conduire au syndrome de l'aïeul et au décès. C'est pour ça qu'il faut commencer toujours l'allopurinol à petite dose et il faut se méfier des patients qui ont une hérédité chinoise, puisqu'ils ont un phénotype HLA particulier qui les rend plus allergiques et hypersensibles à l'allopurinol que les autres. Donc il faut avoir ça en tête. Enfin, la goutte, c'est aussi des comorbidités. Avec, bon, bien sûr, il faut les dépister, les traiter, mais il y a un impact des traitements des comorbidités sur l'uricémie. Pour l'hypertension, par exemple, les inhibiteurs calciques, sous réserve qu'ils n'aient pas d'interaction avec le Colchimax, il faut se méfier, peuvent diminuer l'uricémie. Les fibrates diminuent également l'uricémie. L'aspirine a tendance à augmenter un petit peu l'uricémie. C'est ma dernière diapo, donc la goutte c'est une pathologie complexe. Il faut savoir traiter efficacement la crise aiguë.
sans négliger l'éducation du patient pour arriver à l'objectif d'acide urique. Retenez 60 mg jour, toute la vie. Ça veut dire que le traitement hypouricémiant, c'est toute la vie. Après, moi, je me concentre maintenant sur l'arrêt de l'alcool. C'est déjà un gros travail. Merci.